Bien, donc je vais commencer. Bonjour à tous et bienvenue. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être venus assister à notre colloque scientifique. D'ailleurs, je suis honorée d'avoir le privilège d'ouvrir le bal. Pour commencer, mes camarades et moi-même allons vous exposer notre présentation intitulée « Une bactérie antidouleur ». Alors, vous l'ignorez peut-être, mais chacun d'entre nous ici est envahi par des centaines de millions de bactéries. Mais n'ayez crainte, ce sont des bactéries inoffensives. Une partie de ces bactéries est regroupée dans un ensemble appelé le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal est peuplé de 10 puissance 12 à 10 exposant 14 micro-organismes. Il est localisé dans l'intestin grêle et le côlon. À ce niveau-là. Il est impliqué dans les fonctions digestives, métaboliques et immunitaires. Et dans notre présentation, nous allons particulièrement nous intéresser à une bactérie qui est naturellement présente dans le microbiote intestinal, la bactérie Faecalibacterium prausnitzii, que l'on nommera FP. Alors, notre microbiote intestinal, en règle générale, a plusieurs fonctions. L'une d'entre elles est d'aider à la digestion, en cassant certaines fibres végétales par exemple. Ou sinon, la deuxième, la plus grande, est d'aider à la non-colonisation par des pathogènes, ce qui entraînerait des maladies. Or, on s'est aperçu que dans plusieurs maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, FP n'était pas présente. Les chercheurs se sont donc posé deux questions. Quel est le rôle de ces bactéries qu'elle a naturellement dans l'intestin et qu'est-ce qui provoque en son absence ? Alors, je vais vous présenter plus particulièrement une maladie inflammatoire de l'intestin, donc la maladie de Crohn. Cette maladie atteint 60 000 patients en France et 1 million de patients en Europe. Elle atteint majoritairement les pays développés. Donc, c'est une maladie plurifactorielle. On aura des facteurs environnementaux comme une alimentation trop riche en protéines, le tabagisme ou encore le stress. Et on aura aussi une prédisposition génétique. Par exemple, on aura plus de chances d'être atteint de la maladie de Crohn si on a une personne de notre famille qui est atteinte de cette maladie. Donc c'est une maladie auto-immune due à une inflammation de l'intestin ou du côlon. Donc comme vous pouvez voir sur cette image. C'est une maladie chronique, c'est-à-dire qu'elle se manifeste par crise régulière dont les symptômes sont des douleurs abdominales, diarrhée, fièvre, diminution de l'appétit. Et donc actuellement, les patients sont majoritairement traités par des traitements symptomatiques, c'est-à-dire des traitements qui ont pour but de diminuer les symptômes, de diminuer l'inflammation et la douleur. Malheureusement, comme les causes de cette maladie ne sont pas connues, il n'y a pas encore de traitement permettant de la soigner définitivement. C'est pour ça que les chercheurs étudient ce genre de maladie et essayent de déterminer leur cause. Donc en fait, notre sujet est parti d'une étude, donc d'un article scientifique qui en fait avait pour but de voir si on pouvait réintroduire donc Faecalibacterium prausnitzii chez des patients atteints de la maladie de Crohn et voir les effets que ça pouvait produire. Donc pour cela, en fait, ils ont utilisé un modèle animal. Donc ils sont partis de souris saines, auquel ils ont appliqué un stress pour pouvoir observer les mêmes effets que la maladie chez les souris, sans provoquer la maladie de Crohn. À partir de ce moment-là, ils ont vérifié que dans ces souris, il n'y avait pas notre bactérie, donc Faecalibacterium prausnitzii, et ont donc validé cette souris comme un bon modèle d'étude. Après, ils ont essayé d'insérer donc notre bactérie Faecalibacterium prausnitzii dans leur intestin pour pouvoir savoir si les souris, au final, devenaient saines ou malades. Je vais donc vous présenter les résultats de l'étude. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir sur cette figure, nous vous présentons l'action de la bactérie FP sur la perméabilité du côlon en fonction du type de souris. On remarque que pour les souris déficientes en FP, la perméabilité du côlon est beaucoup plus importante que chez les souris normales. Lorsque l'on réinjecte la bactérie FP dans ces souris qui étaient à la base déficientes, on observe que la perméabilité du côlon diminue.
Ces résultats ont permis à l'étude de chercheurs de déduire que FP permet une diminution de la perméabilité du côlon dans le but de limiter l'inflammation et ses conséquences. Le second diagramme est une représentation de la comparaison du nombre de crampes abdominales observées toutes les 5 minutes chez des souris témoins et des souris déficientes en cette bactérie. Ici, on met en évidence que chez les souris qui ont une déficience en la bactérie FP, le nombre de crampes abdominales est 2 fois plus important que chez les souris qui n'ont pas de déficience au niveau de la bactérie. Il en a été déduit que la bactérie FP est nécessaire à l'organisme pour le maintien d'une sensibilité intestinale à des valeurs correctes dans le but du bien-être de l'individu. Cette sensibilité est maintenue par la diminution de la perméabilité mise en évidence par le premier graphique. Donc, pour conclure sur l'étude, ils sont donc partis de souris stressées et en ont fait 2 groupes, donc les souris témoins et les souris traitées. Dans les souris témoins, on rappelle que les bactéries Faecalibacterium prausnitzii étaient totalement absentes et non réintroduites. On observe au final que ces souris sont donc bien malades et qu'il y a un maintien au niveau de la douleur. Chez les souris traitées, auxquelles on a rajouté notre bactérie, on observe une diminution forte de la douleur et un rétablissement de la souris. On peut donc en conclure que notre bactérie a un effet réellement antidouleur sur notre organisme. C'est pour cette raison que les chercheurs s'intéressent à cette bactérie et font des recherches dessus, afin de développer un traitement qui permettrait de soigner les maladies inflammatoires de l'intestin et pas seulement d'atténuer les symptômes. Cependant, pour réaliser ce traitement, il faut pouvoir prescrire la bactérie dans la bonne proportion pour pouvoir préserver les aspects bénéfiques et ne pas avoir d'effets secondaires qui pourraient être néfastes pour notre organisme. Ce traitement se présenterait sous la forme d'un probiotique, c'est-à-dire d'un médicament en fait, qui serait composé directement de micro-organismes vivants. Actuellement, il y a d'autres recherches qui sont en cours, comme sur Lactobacillus rhamnosus, qui joue un rôle dans la réparation de la barrière intestinale, et Helicobacter pylori, qui a des effets protecteurs contre les mycies et contre les maladies auto-immunes. Pardon. Excusez-moi. Donc oui, les recherches sont toujours en cours, mais cela permettrait peut-être un jour de pouvoir soigner définitivement ces maladies. Alors, nous tenons à remercier nos encadrants, notre chargé Dieu, M. Sylvain Fisson, notre chargé TD, M. Roald Pelta, notre tutrice naïve, Mme Nathalie Olic-Bardet, notre tutrice experte, Mme Sylvie Miquel, notre marraine, Mme Flora Nolan, et notre sponsor, The Nudge Lab. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet ? Oui. C'était pour, au niveau du temps d'étude, c'est plus rapide de travailler sur des souris sur une étude préliminaire plutôt que de travailler sur le cochon. Le cochon, ça sera pour une phase plus postérieure, on va dire. Oui, monsieur. Les auteurs, en fait, ils ont remarqué que cette bactérie ne produit pas réellement de molécules antidouleurs, mais est impliquée dans le système antidouleur, c'est-à-dire qu'elle va produire des molécules qui vont stimuler le système de la douleur, donc soit plutôt l'endormir dans ce cas-là. Donc ils travaillent plutôt aussi dans ce cas-là à peut-être produire cette protéine, mais vraiment l'article est basé sur le fait de réintroduire et non pas de synthétiser chimiquement ou pas cette molécule. D'autres questions ? Madame ?
Alors, ils ont encore du mal à déterminer, de déterminer les gènes précis. C'est, voilà, comme je vous ai dit, c'est surtout une prédominance, c'est-à-dire qu'on remarque que quand on a quelqu'un dans notre famille qui est malade, on peut tomber malade, mais il y a aussi tous les facteurs environnementaux qui influencent également. Donc, voilà, plus multifactoriel. Monsieur. J'ai pas compris la question, excusez-moi. Oui. 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 Bah, en fait, ce qu'ils ont observé, la similitude entre ce modèle et l'homme, c'était vraiment la présence de cette bactérie dans le microbiote. Pas du tout l'alimentation, enfin, ça n'a pas encore été pris en compte dans l'étude. Donc, ça, c'est encore loin, on est encore loin d'arriver au probiotique, il y a encore énormément de travaux à réaliser, dont notamment l'influence de l'alimentation sur notre microbiote et donc sur cette bactérie. Et je pense qu'ils vont travailler là-dessus, il n'y a pas encore eu d'infos réelles sur ça. Oui. Donc c'est un des problèmes majeurs de ces études, c'est que justement, donc comme vous dites, quand on ingère Helicobacter pylori dans notre estomac, ça peut provoquer, ça augmente le risque de cancer et ça provoque donc des trous. Donc ils sont en train de chercher un moyen pour que ce médicament passe à travers l'estomac sans se décomposer, donc sans libérer la bactérie, pour agir directement sur notre intestin. En fait, pour certaines bactéries, ils ont quasiment trouvé les gélules qui font exactement ça d'ailleurs. C'est dans la semaine, c'est presque abouti. Monsieur ? Des dépistages ? Pas réellement, il n'y a pas de campagne comme par exemple le cancer du côlon ou autre, mais disons que les symptômes alertent vraiment pour... Enfin, c'est des symptômes assez spécifiques qui provoquent des tests et donc un dépistage infinité, quoi. D'autres questions ? Je vous remercie de votre attention.